Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat Blu-ray et Steelbook 4K concernant le réalisateur péruvien Luis Llosa Urquidy, né en 1951 à Lima. Ce réalisateur étudie au Markham College de Lima. C'est un cousin du célèbre écrivain Mario Vargas Llosa et cela lui permet de participer à la réalisation du film Pantaleón et les Visiteuses, écrit et réalisé par son cousin et qui parle du Pérou. Ce premier film dans lequel il travaille est tourné et distribué en République dominicaine à cause de la censure du gouvernement révolutionnaire des forces armées du Pérou. Donc le réalisateur a entretenu de bonnes relations avec la République dominicaine grâce à cela par la suite. Il a ensuite participé en tant qu'assistant réalisateur et traducteur sur le tournage, en 1976 encore une fois en République dominicaine, du très bon film Sorcerer, réalisé par William Friedkin. Ensuite, il est aussi critique de cinéma pendant 3 ans au Pérou. Il produit ensuite plusieurs programmes pour la Pan America Television. On retrouve donc des telenovelas péruviennes, telles que la série policière Gamboa en 1984 et Carmine en 1985, ainsi qu'un documentaire Un Latino Americano de Paso en el Japón en 1989. À cette époque, le magnat de la télévision péruvienne Genaro Delgado Parker l'appelle pour qu'il prenne la direction de la société Cinetel, une filiale de la Pan America Television. Il fonde ensuite la société Iguana Productions, notre petit Luis Llosa, afin de rentrer dans les affaires à son compte. En 1986, il tourne au Pérou le film d'action L'heure de l'assassin, aussi appelé Mission dans les Andes, pour Roger Corman. C'est produit via les sociétés Concord Pictures de Corman et Iguana Productions de Llosa. Et on peut trouver dans ce film un acteur connu, Robert Vaughn, vu dans Les 7 mercenaires de John Sturges en 1961. En 1988, il enchaîne avec le film Crime Zone, tourné au Pérou pour Corman, qui a imaginé le concept du film et qui souhaitait un thriller futuriste qui utilisait l'architecture postmoderne du pays. C'est produit via les sociétés New Concord de Corman et Iguana Films de Llosa. Ce film, c'est un petit budget, c'est normal, c'est du Corman. Du coup, les figurants sont des étudiants et des professeurs de l'American School of Lima. Le tournage se passe de nuit pour masquer les imperfections du décor et les dialogues ne sont pas très travaillés. En 1992, changement de cap, il tourne le film d'action Sniper avec Tom Béranger, sans Roger Corman cette fois. C'est un beau succès public qui suscitera de nombreuses suites dans la franchise Sniper. Et si vous voulez en savoir plus sur le réalisateur, il vous faudra apprendre l'espagnol et acheter son autobiographie sortie en 2024 appelée Secretos de un Latino en Hollywood. Je vais vous présenter ce que j'avais en collection auparavant concernant ce réalisateur. D'abord, j'avais un DVD que j'avais jamais regardé, Fire on the Amazon, avec Sandra Bullock, et un de mes films favoris, L'Expert, avec Sharon Stone et Sylvester Stallone, donc en DVD encore une fois. Donc film que j'ai découvert à l'époque en sortie salle en Belgique, donc j'avais pu bénéficier du film en VO très facilement, du coup sous-titré français. À l'époque, il y avait un film de Tarantino à l'affiche aussi, celui avec John Travolta. On avait hésité entre voir le Tarantino et aller voir L'Expert, et j'avais choisi L'Expert et j'avais adoré. Donc c'est peut-être aussi une petite Madeleine de Proust pour moi, ce film, L'Expert. Je l'adore et j'attends impatiemment une sortie 4K de ce film. Donc on en parlera encore après. Donc concernant ce film, comme je suis fan, je me suis procuré les 2 CD de la musique du film ici,
composée par John Barry, qui est vraiment excellente avec beaucoup de saxophones. Il y a une ambiance incroyable. Donc ça, c'est un disque que je vous conseille pour mettre le soir. Bon, il y a la moitié des pistes, c'est pistes d'action, et l'autre moitié, c'est pistes romantiques, on va dire. Les pistes romantiques, elles sont vraiment géniales. Et là, c'est les chansons du film. On en reparlera. Donc celui-là, je l'écoute moins souvent, mais il est pas mauvais quand même. Donc voilà, tout ce que j'avais en collection concernant ce réalisateur. Et on commence tout de suite avec la présentation des achats. Alors récemment, dans un Emmaüs, je me suis trouvé donc la version Blu-ray pour 2,50 € du film Fire on the Amazon, retitré ici Fire on Amazon. Donc on va donc 2,50 € chez Emmaüs, donc c'est un bon prix pour du neuf. Alors pour moi, c'est peut-être un Blu-ray bootleg qui est peut-être pris du DVD. Donc vous voyez, c'est encore blisté. Donc je le testerai et je vous mettrai en commentaire l'information pour savoir si c'est intéressant d'avoir ce Blu-ray en termes de qualité d'image ou si c'est juste le DVD qui a été upscalé, quoi. Donc parlons de ce film. C'est un film d'aventure américano-péruvien. Le scénario est écrit par Luana Anders sous le pseudonyme Margot Blue, qui a tourné de nombreux films produits par Roger Corman, comme La Chambre des Tortures de Roger Corman en 1962 et Dementia 13 de Coppola en 1963. Et oui, un film de Coppola, incroyable. Le scénario est amélioré par des collaboratrices de Roger Corman. Donc on retrouve Catherine Siran. Donc c'est une collaboratrice de l'épouse de Roger Corman qui a réalisé un film qui s'appelle True Heart avec Kirsten Dunst, une de mes actrices favorites, sorti en 1999. Le scénario est aussi upgradé par Beverly Gray, une autre collaboratrice régulière de Roger Corman, qui a édité un livre très complet sur son ex-patron, que je vous conseille si vous voulez tout connaître sur Roger Corman. Au casting du film, on retrouve Sandra Bullock, née le 26 juillet 1964 et qu'on a pu voir auparavant dans La Disparue, alias The Vanishing en anglais, de George Sluizer, début 1993 aux États-Unis. Le rôle masculin est attribué à Craig Sheffer, acteur américain né le 23 avril 1960, vu dans Cabal de Clive Barker en 1990. Donc ce film s'est tourné aussi en 1990 et le tournage est éprouvant. Sandra Bullock craignait que le canoë dans lequel elle joue dans le film sur un fleuve ne se trouve renversé et précipité donc dans les eaux dangereuses. Et une autre scène difficile dans le film, la scène de sexe, l'actrice avait négocié pour pouvoir mettre des cache-tétons afin que le film ne puisse jamais la montrer nue entièrement. Elle a déclaré plus tard au magazine Rolling Stone qu'elle était tellement nerveuse à l'idée de tourner une scène de sexe nue qu'elle en vomissait plusieurs fois sur le tournage. La distribution de ce film, ça a été compliqué. Quelques salles en octobre 1993 aux États-Unis, sinon à la télé et en DVD dans les années 2000 en Europe. En raison du succès de Demolition Man en 1993 et Speed en 1994, la scène de sexe du film fera beaucoup parler alors que le film n'est pas terrible. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition. On va d'abord la déblister. Hop là. Donc c'est un Blu-ray qui est pas évident à trouver, mais qui est pas non plus très cher. En plus, si c'est un upscale, c'est pas intéressant. Et le DVD, pareil, hein, c'est un film qu'on trouve pour pas cher. C'est pas un grand film. Bon, j'arrive pas à enlever le blister, donc ça ira à la poubelle. Voilà. Donc, ils nous mettent en avant donc les noms de l'actrice et de l'acteur ici. On retrouve le nom du producteur Roger Corman par là. Donc on voit une scène d'action avec un avion. À voir s'il y a beaucoup d'action dans ce film, mais j'en doute. Et une scène d'incendie. On voit que ça a été fait sous Photoshop le devant, parce que c'est pas une vraie photo des acteurs, c'est un peu remanié. Sur la tranche, le nom du film, il n'y a pas de nom d'éditeur. Et à l'arrière, donc en termes de logo,
Alors quand il y a un logo Full HD 1080, c'est mauvais signe, c'est souvent du bootleg. Ils nous disent Digitally Mastered. Et il y a un logo Fusion. Donc ça c'est peut-être l'éditeur Fusion. Et c'est zone A, B, C. Donc lisible sur toutes les platines de la planète. Est-ce que je vous lis le résumé? Allez, c'est parti. Dans les profondeurs de la jungle chaude et humide de l'Amazone, la militante Alyssa Rothman aide un reporter photographe sans aucune vergogne dans l'enquête sur l'assassinat d'un célèbre militant pour l'environnement. Donc il existe un autre film qui parle de ce militant qui a été assassiné, et donc ça c'est le film qui viendrait juste après, a priori. Il devient rapidement évident que l'on fait obstacle à leur enquête. Pour résoudre ce mystérieux assassinat, ils devront aller jusqu'à l'extrême. Découvrez le film que la censure américaine a interdit dans les salles de cinéma, donc ça c'est pour faire vendre, hein. C'est sûrement pas à cause de ça que c'est interdit dans les salles de cinéma, c'est sûrement parce que c'était mauvais. Voilà, avec les deux acteurs, une aventure passionnante et angoissante tournée dans les décors naturels et somptueux de l'Amazonie. Une réalisation signée Luis Loza et par le producteur numéro Oscar Roger Corman. Donc on a quelques photos ici, les vignettes sont vraiment petites. Et en termes de spec technique, ça nous indique que l'anglais et le français sont bien sûr en Dolby Digital comme le DVD, donc du 2.0. Et ça ne mentionne pas s'il y a des sous-titres. Donc on va rejeter un œil à la version DVD pour voir les différences. Donc ici vous aviez anglais-français en stéréo sous-titré. Et ici, mais on ne sait pas s'il y a du sous-titre. Donc bon, je testerai ça, je vous le dirai en commentaire. Et à l'intérieur, en sérigraphie, on retrouve le recto de la jaquette. C'est un peu baveux la photo, ça manque de finesse. Donc voilà, première rentrée, ce film je cherchais pour 2,50 €. Ça me permet de pouvoir tester la qualité de ce Blu-ray. Mais je pense pas que ça va être terrible. On passe au film suivant, donc chez Amazon Allemagne. Je me suis acheté dans un lot de Blu-ray le film L'Expert pour 6,25 €. Donc mon film préféré, un de mes films préférés. Donc avec Stallone et Sharon Stone. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire de ce film. Le scénario est inspiré du livre Talent for Revenge de John Cutter, publié en 1984, et c'est l'alias de l'écrivain américain John Shirley, connu pour avoir écrit de nombreux romans ou de scripts pour la télévision dans le genre science-fiction ou fantasy. Ce scénario est acheté par Warner Bros. Et c'est un scénario qui est écrit par Alexandre Serros, qui s'est aussi inspiré de plusieurs films pour écrire le scénario de ce futur film. Donc Conversation secrète de Francis Ford Coppola, sorti en 1974, ainsi que Dernier tango à Paris de Bernardo Bertolucci, sorti en 1972. Alors j'ai pas vu du tout le deuxième film, alors je sais pas en quoi il s'en est inspiré. Surtout, j'imagine, pour la partie charme. Donc Alexandre Serros avait aussi écrit le scénario américain de l'adaptation du film Nikita de Luc Besson, par exemple. Pour la production de ce film, donc c'est l'américain Jerry Weintraub qui est aux manettes, et c'est le tourneur légendaire des artistes Bob Dylan et Frank Sinatra, aussi connu dans le cinéma pour ses franchises Karate Kid et Ocean Eleven. En 1991, Mario Van Peebles a failli réaliser le film, mais ça ne s'est pas fait. David Fincher a aussi été mentionné, mais l'échec d'Alien 3 a rayé son nom de la liste des prétendants. Les frères Hughes, qui ont réalisé From Hell avec Johnny Depp, ont refusé une proposition de réaliser le film. Ça ne les intéressait pas. Enfin, Steven Seagal a eu l'opportunité de réaliser le film lui-même tout en jouant le premier rôle, mais il voulait être payé 9 millions de dollars a priori. Donc ça ne s'est pas fait. Donc voilà, au final ils ont choisi Luis Loza. Je vais vous parler du casting. Donc le rôle principal a été proposé à Roger Moore, mais il a refusé, sûrement après avoir lu le scénario. Et donc ils ont pris Sylvester Stallone du coup.
que vous connaissez bien, hein, né un 6 juillet 1946 et vu juste précédemment dans Cliffhanger de Rennie Harlin en 1993. Deuxième acteur principal du film, c'est Sharon Stone, actrice américaine née le 10 mars 1958, qui a gravé son nom pour toujours dans le cerveau de tous les hommes de la planète, grâce au film de Paul Verhoeven Total Recall en 1990 et Basic Instinct en 1992. On retrouve au casting d'autres grands acteurs, hein, on retrouve James Woods, acteur américain né le 18 avril 1947 et connu précédemment pour le film Vampire de Carpenter sorti en 1998. Donc c'est pas précédemment, c'est après. Parce que ce film-là est sorti avant en 1998, bien sûr. Enfin, on retrouve Eric Roberts, un acteur américain né le 18 avril 1956 et remarqué précédemment dans Runaway Train de Andrei Konchalovsky en 1985. Le tournage se déroule du 2 mars 1994 au 8 mai 1994 sous la direction du directeur de la photographie Jeffrey L. Kimball, qui a beaucoup travaillé pour Tony Scott avec Top Gun en 1986, Le flic de Beverly Hills 2 en 1987, Vengeance en 90, True Romance en 93. Donc quand il arrive sur le tournage de L'Expert, vraiment il a beaucoup de bonne expérience. Concernant le script, Akiva Goldsman, donc il intervient en dernière minute pendant le tournage pour améliorer le script. Et on peut citer d'autres scripts sur lesquels il a travaillé, hein, tels que Batman Forever, Le droit de tuer et Batman et Robin de Schumacher. Donc, dans ces films, ils sont pas tous terribles en fait. Donc on ne sait pas s'il a fait des bons rajouts dans le script de L'Expert. En fait, il a rajouté plus d'action pour Stallone et a décidé d'insister sur le rôle de victime de Sharon Stone. Concernant le tournage, ça se déroule à Bogota dans le film En Colombie en 1984, mais en fait c'est pas tourné là-bas. C'est tourné au Great Falls Dam à Rock Island dans le Tennessee pour la grosse scène d'action du début, ainsi que dans la ville de Cookeville dans la même région. On a aussi du tournage qui se passe à Miami en Floride pour les extérieurs, donc ils sont magnifiques, hein, ces scènes extérieures dans le film, ainsi que dans le studio Greenwich dans la même ville pour les scènes d'intérieur. Ils ont utilisé jusqu'à 10 caméras pour filmer les explosions du film, et les permis de filmer ont parfois été obtenus le jour même du tournage. C'était très chaud, mais je trouve qu'ils ont fait ça très bien. Pour la post-prod, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont fait appel à John Barry, super compositeur, qui a composé les musiques de James Bond pour habiller le film, et c'est vraiment excellent. Donc c'est une musique que je vous conseille pour mettre de l'ambiance, même pour draguer. C'est vraiment chaud cette musique, très belle, avec un beau saxophone qui met l'ambiance. Pour la distribution de films, c'est Warner Bros qui s'en charge. Ça sort aux États-Unis le 7 octobre 1994 et le 9 novembre 1994 en France et en Belgique. Le succès au box-office est présent, mais les critiques ne sont pas terribles dans les médias. La chanson de fin du film de Gloria Estefan qui s'appelle Turn the Beat Around a connu un gros succès dans les boîtes de nuit. Les autres romans de l'écrivain donneront peut-être lieu à une série prochainement, mais c'est toujours en négociation. Concernant les distinctions de ce film, il y en a une principale, c'est le John Barry qu'il a reçu en 1995 au BMI Film Music Award, mais sinon c'est des Razzie Awards à la 15e cérémonie donc de ces Razzie Awards pour pire actrice, donc Sharon Stone, et pire couple à l'écran pour Sylvester Stallone et Sharon Stone. Alors moi je trouve qu'ils nous jouent très bien leurs scènes intimes, même si c'est peut-être des scènes un peu bateau maintenant, mais à l'époque je trouvais que ça passait bien. Donc voilà, c'est tout ce que je vous dirais sur le film. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Donc comme vous voyez, c'est une édition allemande, donc on va déblister ça. Hop. Alors en France c'est peut-être trouvable, mais c'est beaucoup plus cher juste pour avoir la jaquette française, donc moi je m'en fous
J'aime bien le titre en anglais, en plus de spécialiste, hein, comme vous voyez, à part le logo ici, des 16 qui nous emmerdent. Hop, on va regarder d'ailleurs si on peut pas retourner la jaquette, ça serait top ça. Ah punaise, ça veut pas partir. Voilà, c'est bon. Ça se dévisse. Un petit moment. Assez SMR. Donc voilà, on regarde cette jaquette. Donc à l'avant, on retrouve donc une proposition avec 2 photos superposées des 2 acteurs principaux. Est-ce que ça ressemble au DVD? Tout à fait, c'est pratiquement pas coupé, on retrouve la même chose. Et il y a la partie du blouson aussi qui est cachée par le FSK, mais voilà, c'est la même chose. À l'arrière, malheureusement, vous avez bien sûr le résumé du film en allemand. On va regarder les specs techniques. Le film en anglais, le voilà. C'est en 5.1 DTS HD Master Audio. Donc les explosions dans le film, elles sont incroyables. Donc je suis impatient de tester le DVD. Et si vous voulez regarder en français, c'est du 5.1 Dolby Digital. Donc je vous mets ça plus près. Et vous avez bien sûr du sous-titre français, espagnol, voilà, plein de langues. Et en termes de bonus, on ne sait pas. Le film fait 1h50 en Blu-ray. Je ne sais pas s'il y a du bonus. Ah si, il y a un bonus, c'est la bande-annonce américaine, qui est peut-être pas sous-titrée. Voilà, on va comparer peut-être le recto par rapport à la version DVD. Ils se sont fortement inspirés, comme vous voyez. C'est la même chose. Et en termes de bonus, sur le DVD, on avait les notes de production et une bande-annonce. Donc là, on n'a plus les notes de production. Notes de production, c'est intéressant. J'ai été les lire récemment et ça nous parle des effets spéciaux. Donc on a peut-être perdu ça sur l'édition Blu-ray. Du coup, de toute façon, moi je garde tout, hein, donc je vais mettre le DVD à l'intérieur pour faire un combo. Ça prendra moins de place dans la collection. Attention, on va regarder à l'intérieur la sérigraphie. Ici, nous avons une jaquette réversible. Aïe aïe aïe. Pas de jaquette réversible. Donc ça, franchement, c'est vraiment nul. Donc on va devoir se farcir pour le logo 16. Et à l'intérieur, donc sérigraphie, on voit que c'est un Blu-ray qui est distribué dans toute l'Europe. En noir et blanc. Très bien. Bon, je garderai la pochette en Blu-ray. Hein. Quand j'ai le choix, que je fais un combo comme ça, même si on a le titre français ici, je préfère garder la version Blu-ray pour bien montrer que j'ai upgradé en Blu-ray, même si la jaquette DVD était pas mal. Hein. On va regarder si j'avais pas d'ailleurs un petit livret à l'intérieur, parce que s'il y a un livret, je garde les deux. Non, il n'y avait pas de livret, et vous voyez, à l'époque, ici, il n'y avait pas de sérigraphie sur le DVD. Donc voilà pour ce deuxième achat. On va passer au dernier achat. Et là, c'est un truc que vous avez pu voir sur d'autres chaînes récemment. Il s'agit du film Anaconda, le Prédateur, que je me suis procuré chez Cultura pour 25 € en steelbook 4K uniquement. Pas de Blu-ray dedans, bien attention. Si vous n'avez pas la platine 4K, vous ne pourrez pas le lire. C'est un film du genre horreur, on va dire, aventure, américano-brasilio-péruvien. Parlons du casting de ce film. Donc Gillian Anderson de X-Files et Juliana Margulies d'une autre série que je ne connais pas ont été les premières choisies pour le rôle féminin principal de Terry Flores. Mais elles n'étaient pas dispo à cause du tournage de leurs séries respectives, du coup ils ont pris Jennifer Lopez. Le réalisateur a avoué l'avoir vu dans un petit rôle dans le film Money Train de Joseph Ruben en 1995, ce qui l'a convaincu de l'engager sur ce film. Elle n'était pas encore à l'époque une chanteuse renommée. Pour le rôle du chasseur Paul Saron, ils avaient envisagé de prendre Jean Reno, mais c'est finalement Jon Voight qui a été engagé et dans le film il cabotine énormément. Cet acteur, vous avez pu le voir en 1996 dans Mission Impossible de Brian De Palma. Au casting, on retrouve d'autres acteurs célèbres comme Ice Cube, qu'on avait pu voir auparavant dans Les Pilleurs de Walter Hill en 1992 et Friday de F. Gary Gray en 1995. On a aussi Jonathan Hyde, acteur australo-britannique vu auparavant dans Jumanji en 1995.
On retrouve ensuite Owen Wilson, acteur américain vu auparavant dans Disjoncté de Ben Stiller en 1996, et Danny Trejo, acteur américain vu auparavant dans Une nuit en enfer de Roberto Rodriguez en 1996. Donc voilà, il y a pas mal de têtes connues dans ce film, qui est du coup agréable à regarder. C'est produit par Columbia Pictures pour un budget de 45 millions de dollars. Le directeur photo du film, c'est Bill Butler, un Américain né le 7 avril 1921, qui avait déjà travaillé avec Luis Llosa sur Sniper en 1993 et qui avait aussi travaillé sur la franchise Rocky, sur les films Rocky 2, Rocky 3 et Rocky 4 de 79 à 85, donc quelqu'un qui a aussi pas mal de compétences. Le tournage commence début 1996. Au départ, il était prévu d'inclure la ville d'Iquitos au Pérou dans le tournage, mais ça s'est pas fait et ils ont dû se rabattre sur Manaus au Brésil. L'animatronique de l'Anaconda a parfois complètement pété les plombs, un peu comme le requin dans Jaws, mais globalement il a bien fonctionné pendant le tournage pour un rendu satisfaisant à l'image encore aujourd'hui. Parlons de la post-prod. La musique est composée et dirigée par Randy Edelman, qui a travaillé sur le très bon Daylight de Rob Cohen en 1996. Concernant la version finale du film, en fait, il existerait une version alternative qui a été diffusée sur la chaîne Sci-Fi. Donc ça, j'ai pas trouvé plus d'informations, mais il paraît qu'il y a des scènes différentes. J'aimerais bien le récupérer. Pour la distribution du film, donc aux États-Unis, ça sort le 11 avril 1997 et en France le 25 juin 1997. Encore une fois, ce film est nominé aux Razzie Awards, dont donc le Razzie Awards du pire réalisateur, mais c'est quand même un film qui a rapporté 136 millions de dollars dans le monde entier et qui est devenu un film culte. Aujourd'hui disponible en édition Steelbook, une très belle édition Steelbook que finalement tout le monde s'est procuré alors que personne n'en parlait. Donc on va regarder à quoi elle ressemble. On va déblister ça, c'est parti. Alors on a une petite entrée déjà par le dessus pour ouvrir. Hop, voilà. Donc moi j'ai récupéré le Steelbook alors qu'il était bientôt sold out dans les boutiques. Vous pouvez encore le trouver sur Amazon Italie, ça contient là aussi la version française des sous-titres français. Pour 25 € aussi à peu près, bon, sans les frais de port. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Je ne sais pas s'ils vont faire ils feront sûrement un combo après avec les deux Anaconda, parce que vous savez que fin 2025 on a un film, un remake comique, parodique qui a été fait, qui est sorti au cinéma. Donc j'imagine qu'ils vont nous faire un combo des Anaconda prochainement. Mais bon, peut-être pas en Steelbook. Donc voilà, ça, celui-là je l'ai chopé, parce que vraiment je le trouve très beau. On va faire le tour du propriétaire avant d'ouvrir. Donc vous voyez que vous avez un carton qui se rabat devant et derrière pour protéger en même temps le Steelbook. Donc ça c'est pas mal. Donc ça nous indique que c'est une édition limitée. Donc ici on a le titre du film sur le Steelbook et sur le titre carton on a le titre du film en entier, Anaconda le Prédateur. Sur la tranche on retrouve le titre du film Anaconda, pas de mention du 4K, donc juste l'éditeur Sony. Et à l'arrière, donc édition française, pas mal d'éléments, plus la photo de Jennifer Lopez, très très jolie actrice bien sûr. Donc, concernant le film, bon, je vous fais pas le résumé, comme ça, si vous voulez avoir la surprise, si vous le connaissez pas, ça sera toujours intéressant pour vous de le découvrir sans en connaître le contenu. Voilà, ça fait pas très peur, c'est accessible, je pense, à tous les âges, tout public, c'est écrit ici. N'hésitez pas à le regarder. Donc, on va d'abord regarder ce qu'il nous propose en supplément sur ce 4K, parce qu'il y a pas mal de suppléments intéressants qui n'étaient pas disponibles avant en Blu-ray, a priori. Vous avez le commentaire audio de Scott Harrison, expert du genre. De quel genre, je ne sais pas. Sûrement le genre horrifique peut-être, ou le genre animal, le genre attaque animale. Il y a un entretien avec le réalisateur Luis Llosa, un entretien avec le co-scénariste Hans Bauer, des scènes coupées et version longue, et bande-annonce cinéma. Donc sur Sci-Fi, ils ont dû utiliser les scènes coupées ou version longue pour en faire une autre version, j'imagine. Ils se sont amusés.
Donc ici on a tout le casting dont je vous ai déjà parlé. Et en bas les specs techniques. En anglais vous retrouvez donc une VO en Dolby Atmos. A priori elle est incroyable. Les canaux en hauteur sont bien utilisés. Donc je suis impatient de découvrir ça. Et le français est aussi en 5.1 DTS HDMA. Pas de Dolby Digital, donc on est vraiment gâté. Avec les sous-titres comme il faut. Et les suppléments aussi sous-titrés français. Le film fait 1h29, il est court. C'est distribué par ESC Distribution en France. Il y a du Dolby Vision, moi j'ai pas ça sur la télé. Donc c'est parfait. On va maintenant essayer d'enlever les petits collants proprement. C'est parti. Hop. Souvent on déchire le flyer quand on essaie d'enlever ça. Ça c'est galère. Vivement le jour où ils nous emballeront les steelbooks sans devoir coller ces flyers avec de la glu, avec ces petites pastilles collantes. Alors, est-ce que si je fais les deux à la fois ça marche? Hop, j'ai envie de le garder, ce papier. Donc là c'est en train de partir. Tout doucement. Voilà. Et l'arrière ça partira tout seul. Hop, on va pouvoir passer au contrôle du steelbook. Alors, est-ce que l'avant est propre? Ok, pas de coup, pas d'imperfection. La tranche c'est bon. Et l'arrière, ouais, je pensais bingo. C'est arrivé en parfait état. Magnifique, magnifique pour ma chaîne. Le dessus c'est ok, et voilà. Alors en dessous vous voyez, vous avez les informations. C'est bien du steelbook, il est numéroté. Et c'est copyright Columbia Pictures. Donc j'adore les illustrations qu'ils nous ont choisies pour l'extérieur du steelbook. On retrouve ici l'œil de la bête. Et ici sa peau. Donc très très bonne idée de nous mettre ça. Et à l'intérieur, on retrouve une photo de moins bonne qualité. Donc on va appeler ça la péniche. Hein. Le bac qui traverse le fleuve. Et là, en sérigraphie, donc une belle photo regroupant 3 acteurs du film Ice Cube, Jennifer Lopez et Jon Voight. Dommage, il y a tous les logos et ici on retrouve le petit bateau. Franchement, c'est très très bon. Donc là, ils ont fait ça bien. Bon, pas d'embossage, débossage, hein, mais c'est suffisant sur cette édition. Donc voilà, bon, on a fait le tour. Donc je vous présente ici les différents éléments achetés dans cette présentation. Donc Anaconda, à voir et à revoir, le Fire et Amazon à découvrir, et le spécialiste aussi à voir et à revoir. Donc j'attends la sortie 4K du spécialiste, j'espère qu'ils vont nous faire ça un jour, avec du Dolby Atmos, pour mettre de l'explosion dans tous les sens. Donc voilà, très content de ces achats. Donc il me manque un film important, c'est le film dont je vous ai parlé au début que je n'ai pas, donc c'est le film Sniper que j'aimerais bien découvrir. Sinon, voilà, donc j'ai une très très belle collection concernant ce réalisateur désormais. J'espère que cette présentation vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous!